Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine et en cette journée qui est loin d'être anodine puisqu'elle marque le coup d'envoi de l'année scolaire 2021-2022. Ce journal sera très largement consacré à la rentrée. Nous nous sommes rendus dans plusieurs établissements où l'heure était à l'effervescence. Des primaires au terminal, tous ont repris le chemin de l'école. Nous verrons que les terminales du lycée Albert Ier ont déjà en tête l'incontournable baccalauréat qui les attend en fin d'année et surtout la poursuite de leurs études. Pour les sixièmes, c'est le grand saut et le début de 4 années au collège. Et nous verrons, côté encadrement, quel bilan dresser de ce premier jour. Le directeur général de l'établissement, François d'Assise, Nicolas Barré, Christine Lanzerini sera notre invitée. Dernier volet aujourd'hui de notre série de reportages consacrée au déplacement du prince Albert II en Irlande, une visite à laquelle ont pris part également le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. C'est la comédie de rentrée sur grand écran Pourri gâté de Nicolas Cuche a été projetée au cinéma des Beaux-Arts en avant-première. Avec une partie des comédiens à l'affiche, dont Gérard Jugnot, Camille Lou et Tom Leb, nous verrons ce qu'en a pensé le public. Et puis les meilleures joueuses de pétanque étaient réunies ce week-end pour disputer la 3e édition du Ducasse Challenge National. Une équipe de Monaco Info les a suivies. Mais la grande actualité du jour, c'est donc la rentrée scolaire. Et pour ouvrir le large chapitre du journal qui lui est consacré, ces images de la rentrée des enfants princiers, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, ont effectué aujourd'hui leur entrée en classe de CE1 à l'école François d'Assise Nicolas Barré, en tenue et masqués, très impatients de découvrir leurs nouveaux petits camarades de classe. Il y a des rentrées des classes qui marquent plus que d'autres. La maternelle, bien sûr, les plus petits rentreront demain d'ailleurs. Il y a le CP, avec l'acquisition de l'écriture et de la lecture. Et il y a la 6e, le passage de la petite école au collège. Un grand pas qu'il n'est pas toujours facile de franchir sans appréhension. Nous étions aujourd'hui avec les 6e du collège Charles III. C'est un reportage de Yannick Debévert et Julien Laugier. Entre stress et excitation, les nouveaux élèves du collège Charles III attendaient avec impatience la rentrée scolaire. Passage en 6e pour ces petits grands monégasques qui s'accompagnent souvent de quelques peurs. Un peu stressée, mais ça va. Pourquoi est-ce que tu es stressé? Parce qu'il y a des nouveaux élèves dans la classe, alors du coup, ça fait un peu peur. Des nouveaux camarades, des nouveaux professeurs, de nouvelles matières et surtout un nouvel établissement. Pas simple de se rassurer dès le premier jour. Le changement d'établissement entre école et collège peut parfois être compliqué à gérer pour des enfants de 10-11 ans. Les habitudes se bousculent, le rythme est différent et un accompagnement spécifique est parfois nécessaire pour aider les élèves à s'épanouir dans leur nouvel environnement. On est là, mon équipe et moi-même, pour les encadrer justement. Comme l'a dit Monsieur Bertrand, cette année je vais jouer un peu le rôle d'une seconde maman, mais c'est très bien. Et on est là quoi qu'il arrive, on est sur le terrain. Cette année, pas moins de 266e sont inscrits au collège Charles III. Pour eux, pas de doute, cette rentrée prendra dans quelques années la place d'un souvenir émouvant. L'établissement qu'elle dirige couvre toutes les sections, de la maternelle à l'école primaire en passant par le collège et le lycée. Et pour dresser un premier bilan de cette rentrée scolaire 2021-2022 à François d'Assise Nicolas Barré, nous sommes avec le directeur général des lieux. Bonsoir Christine Lanzerini. Bonsoir Madame Navarro. C'est la question incontournable pour les élèves et pour les parents. Et donc pour vous, en préambule de cet entretien, cette rentrée, premières impressions? Impression très très bonne. Les élèves étaient au rendez-vous, les enseignants aussi. Nous sommes rentrés avec un effectif de 1157 élèves, à savoir sur le site école et sur le site collège-lycée. Nous avons à peu près 450 élèves du côté école et donc nous avons 700 élèves du côté collège-lycée. Nous sommes ravis. Tout le monde avait le sourire aux lèvres, des petits élèves aux grands élèves. Quels sont les grands enjeux qui vous attendent cette année? Alors peut-être avant d'évoquer la forme et le contexte sanitaire, tout d'abord sur le fond, avec des grandes réformes en cours. L'année dernière, nous avons mis en place la réforme du baccalauréat, mais cette année, il va y avoir encore des aménagements puisque le ministère de l'Éducation nationale française a décidé d'encore aménager, si vous voulez, les épreuves du baccalauréat. Cette mise en application, l'année dernière, nous l'avions très bien réussi.
Nous allons continuer, si vous voulez, à expliquer aux élèves quels sont les enjeux de cette réforme, puisque maintenant, nous le savons, les épreuves du baccalauréat se débutent dès la classe de première et se poursuivent en classe de terminale. Oui, ce Et devrait nous allons être nous y la atteler. véritable première de cette réforme Exactement. du baccalauréat. Il est bon de rappeler les excellents résultats obtenus dans votre Tout à fait. établissement, au baccalauréat, au brevet également. 100% de réussite au DNB, 100% de réussite au baccalauréat avec de très nombreuses mentions, très bien, bien, assez bien, et avec notamment une mention très bien avec félicitations, c'est-à-dire un élève au sein du lycée qui a obtenu plus de 18 sur 20 de moyenne générale au bac, ce qui est pour nous une très grosse satisfaction, une très grosse fierté. Et sur la forme, Christine Lanzerini, il y a bien évidemment la question des conditions sanitaires. Quel est le protocole en vigueur? Alors le protocole en vigueur, c'est le protocole que nous connaissions, mais que maintenant je me permets de dire que nous maîtrisons, à savoir port du masque obligatoire et ce dans toutes les classes, de la classe de CP aux classes de terminale, gel hydroalcoolique, si vous voulez, obligatoire lorsqu'on rentre dans l'établissement, lorsqu'on rentre dans la classe, distanciation sociale. Je me permets de préciser qu'au niveau du collège-lycée, pour éviter les brassages, nous avons divisé les élèves. Les élèves du collège rentrent par l'avenue Roqueville, alors que les élèves du lycée rentrent par la rue de la Source, ce qui évite, on va dire, un brassage et le fait que les élèves puissent se rencontrer. Si toutefois des cas positifs intervenaient, comment procéderiez-vous? Le protocole va être le même que l'année dernière. Lorsque nous avons donc des cas positifs, nous faisons, on va dire, une enquête pour déterminer quels sont les cas contacts à risque élevé, qui font l'objet d'une éviction, évidemment, sur le champ, et les cas contacts à risque faible. Les familles sont averties. Si ces cas contacts qui ont été, je dirais, prévenus développent des signes, effectivement, ils passeront un test et systématiquement, suivant le résultat du test, ils seront mis en éviction. Ce n'est absolument pas obligatoire, mais est-ce que des recommandations ont été formulées à l'égard de l'encadrement sur la question de la vaccination? Effectivement, il y a des recommandations, mais qui ne viennent pas de l'établissement, qui viennent évidemment des plus hautes autorités, à savoir sur la vaccination. Mais ce sont des encouragements, mais en aucun cas une obligation, comme vous venez de le dire. Le pass sanitaire et la vaccination, pour l'instant, ne sont pas obligatoires. On encourage les gens, mais chacun, effectivement, est amené à prendre ses responsabilités. Les élèves et les parents se prêtent-ils de bonne grâce aux aménagements? Beaucoup ont souffert du distanciel. Exactement, beaucoup ont souffert du distanciel. L'année dernière, nous avons eu la chance de pouvoir assurer la continuité pédagogique du premier au dernier jour de l'année scolaire. Donc l'année dernière, il n'y a pas eu du tout de rupture dans l'enseignement. Les seules ruptures qui ont pu exister, c'est lorsque les élèves étaient soit positifs, soit cas contact à risque élevé, ou ils étaient évincés de l'établissement pendant 10 jours. Et quoi qu'il en soit, ils pouvaient continuer à suivre leurs cours puisque, encore une fois, nous utilisions Teams pour qu'ils puissent se connecter aux cours et suivre en direct les cours dispensés par les enseignants. De quelle manière se poursuit aujourd'hui au sein de l'établissement le développement de l'utilisation du numérique? C'est une place prépondérante aujourd'hui. Nous avons eu la chance que lorsque nous sommes entrés dans l'établissement en avril 2019, d'avoir été dotés ce qu'on appelle d'ENI, qui sont en fait des tablettes géantes. Parallèlement, nous avons, suivant les cours, nous mettons à disposition des ordinateurs portables pour les enseignants et pour les matières qui le nécessitent. Et ça, spécialement pour les classes de lycée, mais aussi au niveau des classes de collège. Que peut-on vous souhaiter en conclusion, Christine Lanzerini, pour cette nouvelle année scolaire 2021-2022? Du présentiel, de bons résultats encore aux examens? Nous souhaitons que l'année scolaire puisse nous permettre de tous les accueillir. Nous savons que c'est, je dirais, un vœu de leur part, un vœu des familles, un vœu des enseignants, un vœu de la direction, parce qu'il n'y a rien, je dirais, de plus beau que de voir des élèves évoluer entre le premier jour et le dernier jour de l'année. Et notre fierté aussi se voit et se joue quand il voulait au débouché qu'ont les élèves en post-bac, dans la mesure où ils ont souvent des vœux très ambitieux, mais des vœux qui obtiennent satisfaction. Et pour nous, c'est notre plus grande satisfaction de voir cette évolution des élèves qui est, somme toute, je dirais, le reflet et le fruit d'un travail commun de l'ensemble de l'établissement. Eh bien, nous vous souhaitons une très belle année scolaire. Je vous remercie. Christine Lanzerini, directeur général de l'établissement FANB, merci d'avoir répondu à notre invitation en ce jour particulièrement animé. Merci à vous de m'avoir accueilli ce soir. Nous évoquions la réforme du bac qui devrait donner lieu à une première véritable version cette année si la crise sanitaire trouve un terme et si le contrôle continu ne reste pas prépondérant. Frédéric Hélion et Olivier Bonello étaient ce matin aux côtés des élèves de terminale du lycée Albert Ier.
C'est la dernière page du chapitre lycée, l'aboutissement d'une scolarité et l'ultime marche avant le début des études supérieures. Les élèves des classes de terminale du lycée Albert Ier ont effectué leur rentrée à 9h ce matin. Un moment toujours particulier pour eux, mais aussi pour le proviseur de l'établissement qui accueille les élèves à chaque rentrée depuis 2011. Eh bien, ça va faire la 10e rentrée au lycée Albert Ier. Alors stress peut-être pas, mais excitation oui, parce que c'est toujours le jour de la rentrée, c'est toujours le début d'une nouvelle aventure, le début d'une nouvelle année scolaire. Donc là on voit les élèves, on les retrouve, les élèves qui ont grandi, des nouveaux élèves, voir si tout le monde est dans la bonne classe, voir si tout le monde a été appelé. Voilà, cette excitation qui fait qu'on se dit qu'on est au début de quelque chose qui, par principe, qui commence puisque c'est le jour de la rentrée. Le début de quelque chose, mais aussi la fin d'un cycle, puisque cette année de terminale est la dernière au lycée. Une étape importante dans la vie d'étudiant, avec bien sûr le bac à décrocher en fin d'année. Il faut faire ses choix, il faut avoir son bac, c'est très stressant, on ne sait pas où l'avenir nous mène, quoi. Un peu paniqué, on a le bac à la fin de l'année, mais on est là, quoi. Du stress, ouais, beaucoup, parce que avec le Covid, tout ça, il y a plein d'épreuves qui n'ont pas été passées l'année dernière, qu'on va devoir découvrir cette année. Mais je pense que les profs ils vont bien nous préparer à ça. Nous aussi, on va bien se préparer à ça et tout va bien se passer. Après la traditionnelle photo de groupe, les élèves ont rejoint leur classe, accompagnés de leur professeur principal. La dernière année au lycée a bel et bien commencé. Parmi les nouveautés de cette rentrée, une classe de CAP au lycée technique et hôtelier dont vous le voyez sur ces images. La rentrée a eu lieu en présence du ministre d'État Pierre Dartout. Il s'agit d'élèves ayant des troubles cognitifs et qui bénéficieront d'un emploi du temps adapté. Nous avons recueilli les premières impressions des élèves, d'un directeur d'établissement. Place aux parents d'élèves pour refermer ce dossier dédié à la rentrée. Nous les écoutons. Plutôt pas mal, avec beaucoup de plaisir parce que les vacances ont été longues. Nous sommes un peu contents aussi, parce que c'est vrai que la vie reprend et pour les enfants c'est important de retrouver leurs copains. Très bien parce que moi c'est mon 3e et les 2 grands sont déjà passés ici, ils entrent au collège cette année, donc plutôt sereinement. Pour les parents très stressant, mais ça va, on a pu la faire dans les meilleures conditions possibles, malgré les masques et tout s'est bien passé. À l'entrée en CP, on commence à être habitué, c'est pas comme la maternelle, donc non, ça va, on gère. Je pense qu'ils sont autant voire plus stressés que les enfants, pour ma part c'est le cas. Voilà, c'est une étape, en plus le CP c'est un grand palier, mais pour ma part tout s'est bien passé, maintenant on attend que la première journée se termine. Voilà, de l'angoisse, mais aussi une certaine forme de soulagement côté parents d'élèves. Nous allons poursuivre maintenant notre série de reportages consacrés au déplacement du prince souverain en Irlande. Samedi, nous revenions sur la visite du prince Albert II à la résidence officielle du président irlandais. Mais le programme de cette journée du 3 septembre comprenait d'autres temps forts, comme nous l'explique Alexandra Pani sur des images de Serge Prémont. Située en plein cœur de Dublin, Trinity College est reconnue internationalement. Fondée en 1592 par la reine Élisabeth Ier, elle est la plus ancienne université d'Irlande. C'est en compagnie de ses enfants que le prince souverain s'est rendu en début d'après-midi sur le campus pour assister à une cérémonie en son honneur en tant que bienfaiteur pour la conservation de l'ancienne bibliothèque. Ça rentre dans le cadre d'un effort, bien sûr, avec les pays avec lesquels nous avons des relations fortes, et l'Irlande fait partie de ces pays, bien entendu, de soutenir cette excellence dans l'éducation et par cette réhabilitation de cette bibliothèque, ça sera pour préserver justement des documents uniques et extrêmement précieux, de les préserver pour les générations futures. Je crois que c'est extrêmement important et c'est par cette action sur les documents du passé qu'on peut bien sûr mieux comprendre le présent et qu'on peut préserver tout cela pour l'avenir. Cette bibliothèque emblématique est considérée comme un véritable trésor national. Vieille de 300 ans, elle abrite une collection impressionnante de livres rares et anciens, plus de 750 000 volumes répartis sur les 2 niveaux de la Long Room. Un projet de rénovation de cette bibliothèque vient de débuter et durera entre 5 et 6 ans. This is a magnificent collection, everything from 3,000-year-old Egyptian books of the dead through to Samuel Beckett manuscripts and so on. And so the building needs conserving.
And we're taking the opportunity then to reimagine the building. So this will stay the same. This is absolutely wonderful, but conserved. But we'll create a brand new, huge research collection study centre for our scholars and students and for international students. And then we'll completely reimagine the exhibition around the Book of Kells. C'est ici, à l'UCD, Michael Smurfit Graduate Business School, que débute cette journée de visite du Prince Souverain. Le campus est situé dans le quartier de Blackrock, à Dublin. Et chaque année, 1300 élèves sortent diplômés de cette école de commerce. Comme lors de son passage à Trinity College, le prince Albert II a souhaité prendre le temps de s'entretenir avec des élèves et professeurs de l'école de commerce. La visite s'est poursuivie au Molly, le musée de la littérature d'Irlande, pour une visite guidée de ce musée de l'histoire de la littérature irlandaise. Des liens culturels forts ont été tissés entre la principauté et l'île d'Émeraude. Cette collection d'ouvrages irlandais qu'avait réuni la princesse Grace était au départ dans la bibliothèque du palais et c'est mon antéprédécesseur Frank Biancheri qui a mis en œuvre, selon le souhait du prince régnier, la création de la bibliothèque irlandaise. Donc on est très heureux avec Paula Fackerson d'avoir été invité par le prince pour concrétiser, manifester ce lien qui perdure à travers la littérature irlandaise entre la principauté et la République d'Irlande. 60 ans après la visite officielle du prince Régnier III et de la princesse Grace, et 10 ans après sa visite accompagnée de la princesse Charlène, le souverain tenait à renouveler son attachement avec l'Irlande et partager et transmettre cette partie de leur histoire à ses enfants. Et le mois de septembre sera particulièrement chargé pour le prince souverain en termes d'événements et de déplacements, puisqu'à peine rentré d'Irlande et après avoir accompagné ses enfants pour leur rentrée scolaire ce matin, il est reparti à Marseille où il assiste au Congrès mondial de la nature de l'UICN jusqu'à mardi, avant de s'envoler pour l'Allemagne. Nous serons d'ailleurs demain avec le vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco, Olivier Wenden, pour faire le point sur les dossiers évoqués au congrès de l'UICN. Passons aux autres grands titres de l'actualité du jour, avec notamment Céline Caron, le nouveau ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, qui a entamé une visite des différents services qui vont travailler sous sa tutelle. Bonsoir Christine Datomel. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, en effet, la nouvelle ministre Céline Caron s'est rendue à Fontvieille ce lundi matin pour visiter les locaux de la direction de l'aménagement urbain et échanger avec le personnel. L'occasion pour les membres de la DO qui s'occupent quotidiennement de la voirie, de la signalisation, de l'assainissement ainsi que de l'ensemble des espaces verts et des concessions de la principauté de présenter ses missions aux nouveaux conseillers de gouvernement. Du sport et cette finale perdue par la Roca Team au tournoi d'Athènes, mais pas sans démériter. Malheureusement, l'AS Monaco a été vaincu par l'Olympiakos Le Pirée, une équipe d'Euroleague en finale du tournoi amical contre la Covid-19. Malgré une rotation affaiblie, sans Léo Westermann et Rob Gray, les efforts des Monégasques n'ont pas suffi. La Roca Team s'est inclinée de justesse. Score final 98-93 en faveur des Grecs. De la Formule 1 et le Grand Prix des Pays-Bas, la Scuderia Ferrari revient au classement des constructeurs. Oui, Ferrari se satisfait de repasser devant McLaren au championnat avec 16 points marqués contre un seul pour McLaren. Le constructeur italien avait perdu sa 3e place ex-aequo obtenue en Hongrie. La semaine passée en Belgique, le constructeur italien avait récupéré quelques points. Cette fois, c'est plus d'une dizaine de points d'avance qui récompense la course de Carlos Sainz Jr. qui termine à la 7e place, mais surtout celle de Charles Leclerc qui finit 5e. Le Monégasque a géré parfaitement sa course, notamment au niveau des pneumatiques, sur un parcours technique et compliqué. Une belle revanche donc pour la Scuderia Ferrari. Et si Charles Leclerc a brillé lors de cette course, son petit frère Arthur, lui aussi, le jeune pilote monégasque âgé de 21 ans seulement, a remporté ce samedi sa 2e victoire de la saison en dominant la course Sprint 1 du meeting néerlandais. Demain aura lieu la 2e édition de la Journée internationale de l'air pour des ciels bleus. Oui, instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2019, cette journée a pour objectif de sensibiliser les populations à la thématique de la qualité de l'air et son impact sur la santé humaine et sur l'environnement.
En principauté, la qualité de l'air est surveillée de près depuis 1998, avec l'objectif de suivre l'évolution des teneurs en polluants et d'informer la population en cas de risque de dépassement des seuils. En 2019, cet engagement s'est encore conforté avec l'adhésion au réseau BreathLife Respire ta vie, fixant les objectifs recommandés par l'Organisation mondiale de la santé à atteindre d'ici 2030. Pour marquer cet événement en faveur de l'air pur et pour faciliter les déplacements en cette période de rentrée scolaire, les bus de la CAM seront donc gratuits demain, soit ce mardi 7 septembre, Patricia. Comme chaque année, l'exposition du collectif Nomade va vous inviter à un voyage éphémère. Effectivement, organisée dans les jardins du Roc Fleuri à Cap-d'Aille, cette exposition marque les 20 ans de Nomade au Roc et les 100 ans de la propriété Cotenau, ouvert tous les jours de 13h à 19h. Vous pourrez y découvrir l'exposition chronique, mais aussi une revue reflet de ces 20 dernières années de travail et d'exposition dans ce lieu enchanteur. La rentrée cinématographique s'annonce chargée. Il y a eu un engorgement en raison des périodes de confinement. Et parmi les comédies qui vont vous faire rire au mois de septembre, il y en a une qui a été tournée en partie à Monaco. L'équipe du film Pourri gâté était d'ailleurs en principauté ce week-end, à la rencontre du public et de l'équipe de Monaco Info composée de Juliette Rappert et Alexa Vial. Très amusant, très bien trouvé. Le sujet, ma foi, tous les parents vont apprécier le sujet, je pense. Beaucoup d'humour, tous les personnages étaient super bien étudiés. Franchement, il n'y a pas une seule seconde où on ne s'est pas marré. C'était un bon moment de joie à voir en famille ou seul, vraiment très sympathique. Le casting était Le très casting bien. est très bien, voilà. Très bien, la réalisation est très légère, on ne voit pas le temps passer. Voilà, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Très bien, on a beaucoup aimé. Nicolas Cuche sort une nouvelle comédie, Pourri gâté, l'histoire de 3 enfants d'un riche homme d'affaires qui ne font rien de leur vie à part profiter de l'argent de papa et qui se retrouvent du jour au lendemain à travailler. Une comédie tournée à Monaco, bien avant la crise sanitaire et le port du masque. C'est très étrange, parce que ça fait 2 ans qu'on a tourné ce film. Du coup, il s'est passé tellement de choses depuis. Le monde n'est plus le même, donc c'est quand même très étrange. J'espère qu'il va apporter de la légèreté et du rire aux gens, parce que c'est tout ce dont on a besoin. Donc en fait, je pense qu'il arrive au bon moment presque, pour faire du bien au moral. Un film avec Gérard Jugnot, Artus, Camilou ou encore Luca Meliava fait sensation. Il y en a qui demandent s'il n'y en aura pas un deuxième, etc. Donc je crois que ça plaît. Après, on attend de voir le 15 septembre quand ça sortira. Si la France et Monaco acceptera ce film et l'aimera. Le film sortira donc dans toutes les salles le 15 septembre prochain. La pétanque se conjugue aussi bien au masculin qu'au féminin. Samedi et dimanche se disputait la 3e édition du Ducasse National Challenge, une compétition 100% féminine à laquelle ont assisté Juliette Rappert et Alexa Vial. 72 équipes sont venues participer à cette 3e édition du Ducasse Challenge. Et c'est Nadège Bossian-Prota et Fenja Aubrio qui ont remporté cette nationale pour la 2e fois, malgré des parties difficiles. C'est qu'on avait une partie où le quart de finale, on était un petit peu en difficulté, on va dire. Mais déjà, l'équipe, on va dire, on n'était pas vraiment bien, mais on a réussi à tourner et puis remonter la partie comme il faut. Donc il faut être toujours présent dans les parties, c'est partie par partie. Il faut être toujours présent, quoi. Donc voilà. Globalement, on a plutôt fait bon jeu. On a eu 2 parties un petit peu plus difficiles. Hier, la dernière, on a au départ pas trop bien démarré, donc on est 2-7. Puis on a tourné, du coup je suis passée au tir Fanja au point et ça s'est mieux déroulé, donc on a gagné à 8. Et puis notre partie dure ce matin en quart de finale contre Marie-Christine Virber, où pareil on démarre pas super bien, on est mené aussi 2-7 ou quelque chose comme ça. Et puis en tournant, on a réussi encore à renverser la tendance de notre côté, en jouant mieux du coup. La compétition s'est déroulée à l'espace Saint-Antoine à Cap-d'Aille en présence de M. Patrice Célario, conseiller du gouvernement et ministre de l'Intérieur, et Mme Marie-Noëlle Gibelli, conseillère nationale. Les gagnantes et les finalistes se sont vus remettre une coupe et un bouquet de fleurs lors de la remise des prix. Les prévisions météo à présent, à quel temps doit-on s'attendre demain, Chrisinda ?
Demain, quelques passages nuageux sont prévus tout au long de la journée. La matinée sera couverte et l'après-midi sera plus ensoleillé. Du côté des températures, comptez 21 degrés pour les minimales et 28 pour les maximales. L'eau de mer sera à 24, le soleil se lèvera à 6h58 et se couchera à 19h58. Mardi 7 septembre, nous fêterons les reines. Ainsi se referme cette édition dont je vous rappelle le titre principal, la rentrée de 5715 élèves à Monaco, excepté les maternelles qui sont attendues en classe demain, sans oublier les 521 enseignants et les 868 personnels qui les accompagneront tout au long de cette année. Nous souhaitons à tous une très belle rentrée. Nous nous quittons avec les photos du jour et ces joueuses de pétanque qui se sont âprement disputées ce week-end le Ducasse National Challenge. Très belle soirée à vous, à demain.